Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Sommes-nous trop nombreux pour notre planète ? Nous sommes 8 milliards d'humains depuis novembre 2022, mais quelles sont les conséquences sur l'environnement de cette démographie galopante ? Nous avons reçu des jeunes à l'émission la semaine dernière, nous avons parlé avec eux d'éco-anxiété. Une enquête de 2021 révélait que 39% des jeunes de 16 à 25 ans, et donc plus d'un jeune sur 3, hésitent à faire des enfants en raison de leur inquiétude face au changement climatique. La surpopulation pourrait-elle aggraver les problèmes environnementaux que nous vivons déjà ? On pense tout de suite à la pollution, à l'émergence des zoonoses, à la déforestation ou encore au réchauffement climatique. Les différentes populations ne pèsent toutefois pas toutes de la même manière en matière d'empreinte écologique. La surconsommation touche surtout les nations occidentales et ce serait peut-être plutôt là que nous devrions agir pour améliorer les choses. Alors, faudrait-il envisager de faire moins d'enfants pour le bien-être de notre planète ? Restez là, nous en parlons tout de suite. Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous parlons de notre démographie galopante et d'environnement. Et nous allons voir quelles sont les conséquences environnementales d'avoir 8 milliards d'humains sur Terre. Pour en parler, je suis en compagnie de Salomé Sané. Elle est chargée de campagne climat chez Greenpeace Canada. Bonjour. Bonjour, enchantée d'être ici. Je suis aussi en compagnie de Solène Lardou. Elle est professeure au département de démographie de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc, les changements climatiques, le recul de la biodiversité ou encore l'émergence des zoonoses, tous ces enjeux environnementaux deviennent préoccupants. En novembre dernier, la population mondiale est passée à 8 milliards de personnes. Déjà, certains écologistes, particulièrement les jeunes, ont annoncé qu'ils renonceront à se reproduire et donc à faire des enfants. Pour commencer, professeur Lardou, pouvez-vous nous rappeler comment nous sommes devenus si nombreux et si nombreuses ? Oui. Alors, ça s'est fait au fil des siècles. Depuis, on date à peu près autour de la révolution industrielle en Europe, qui date de 1850 environ, où là, il y a eu une baisse de la mortalité importante qui a permis un accroissement de la population. Alors qu'auparavant, il y avait de fortes mortalités et qui restaient en équilibre avec la fécondité, avec les naissances. Et cette baisse de la mortalité qui a été continue s'est associée un peu plus tard avec où la fécondité a commencé à baisser. Et c'est avec ce décalage d'une fécondité qui est restée relativement élevée malgré la baisse de la fécondité, de la mortalité, qu'il y a eu un accroissement naturel. Et là, on est dans des sociétés où la fécondité a atteint des niveaux très bas, dans des sociétés occidentales les plus avancées au niveau financier, au niveau économique, au niveau divers, comme on en parlera, alors qu'il y a encore quelques sociétés, quelques pays et quelques-uns en Afrique qui ont des niveaux de fécondité qui restent élevés. Mais sinon, dans l'ensemble, en Amérique du Sud, en Asie, il y a eu une baisse plus rapide qu'on ne le pensait des niveaux de fécondité et donc de l'accroissement de la population. Oui, c'est quelque chose qui s'est passé relativement rapidement. 200 ans, c'est peut-être pas rapide, mais c'est rapide, finalement. Oui. Ah oui, on gagne 1 milliard. On a gagné dans le passé 1 milliard d'habitants en 12-13 ans. Ce qui est très rapide, mais la démographie, donc la croissance de la population, ça se fait d'une génération à une autre, donc c'est un phénomène qu'on ne peut pas changer très rapidement, comme ça peut l'être avec des crises économiques ou des changements économiques drastiques. Là, c'est des générations de femmes donnent naissance à des filles qui auront des enfants aussi, et donc il y a un momentum démographique qui a lieu. Donc là,
on envisage que il y aura encore 2 milliards de plus d'habitants d'ici la fin du siècle, mais on pense que ça n'augmentera plus par la suite, puisque l'ensemble des pays auront atteint des niveaux de fécondité bas. Oui, justement, qu'est-ce qui nous attend très prochainement dans un futur proche? Est-ce qu'on a fait déjà des scénarios démographiques pour se préparer à tout ça? Et oui, ça c'est faire des études différentielles, différencier les sociétés, les pays où l'enjeu est une fécondité très très faible, autour de 1,3, 1,4 enfants par femme, où il y a eu déjà des politiques pour encourager les naissances, encourager les parents, les couples à avoir des enfants, et des sociétés où la fécondité, donc ça, si je prends les extrêmes, reste encore élevée, comme dans des pays comme le Tchad, le Niger, le Mali, surtout en milieu rural, où il y a encore des moyennes de 6-7 enfants par femme, et qui sont des sociétés avec une grande pauvreté. Mais à l'intérieur de nos sociétés du Nord, il y a aussi des inégalités importantes, qui ont même cru au niveau avec le temps, inégalités économiques, mais avec ça sont associées aussi des inégalités d'accès à la contraception, d'accès à l'avortement, d'accès à des emplois, à un niveau d'instruction élevé, à des modes de vie aussi variés. Oui, beaucoup d'iniquités, en fait. Oui. Madame Sané, est-ce que ce poids démographique accentue la pression sur notre environnement? Je devine la réponse. Vous devinez la réponse. Alors, je pense que la question n'est pas forcément une question de population, parce que je trouve que quand on parle ça simplifie un peu le débat, dans le sens où la réalité reste quand même bien plus complexe. Et le problème n'est pas la population et la pression sur les ressources, mais c'est vraiment le mode de consommation, ou plutôt de surconsommation de nos sociétés actuelles, qui est d'ailleurs de manière extrêmement inégale, que ce soit au niveau national, donc par exemple au sein du Canada, ou au niveau international. Donc si on était dans une planète avec moitié moins d'habitants, mais avec on va dire le même mode de consommation et le même mode de dépendance énergétique au carbone, le problème de la crise climatique, le problème de la destruction environnementale resterait finalement le même. Donc je pense qu'il faut vraiment aussi... donc la population en tant que telle, oui, elle va avoir un impact, on ne le nie pas, sur la pression des ressources. Maintenant, le point important vraiment, c'est tout ce qui est lié à la consommation et à la surconsommation, et c'est là où nous, notamment les pays à haut revenu, les pays développés économiquement, jouons un rôle quand même très important, parce que nous sommes les pays qui consomment le plus et qui ont donc un impact environnemental qui est largement plus élevé que des pays où il y a un taux de fécondité qui est plus haut. Donc c'est vraiment la surconsommation, je pense, qui est l'origine du problème et de l'impact des humains sur l'environnement, plus que la population en tant que telle. Oui, on a reçu beaucoup, quelques écologistes jeunes environnementalistes la semaine dernière qui nous disaient qu'ils étaient très éco-anxieux. Donc, est-ce que nous devrions peut-être envisager de faire un enfant de moins pour sauver le climat et notre planète, Madame Sané? C'est vrai que ce débat revient de plus en plus, je pense, au sein des milieux écologistes et même au-delà. Donc c'est vrai que de manière générale, l'éco-anxiété ou le pessimisme vis-à-vis généralement du manque d'action qui est pris dans la lutte face au changement climatique, et c'est vraiment très présent. Et moi, à titre personnel, je le vois dans mon entourage, à titre professionnel, c'est un sujet qui revient souvent. Maintenant, je pense qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles il y a des jeunes ou des personnes, et des nouvelles générations notamment, qui ne veulent pas ou qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. La première, c'est parce qu'elles craignent que avoir un enfant, comme vous l'avez dit, peut aggraver le changement climatique, peut aggraver la destruction environnementale, dans la logique où une population plus nombreuse consommera plus de ressources et donc produira plus d'émissions de gaz à effet de serre. La seule chose avec cette raison-là, c'est que
la population, en fait, n'a finalement rien à voir dans la résolution de la crise climatique parce qu'on ne parle pas du même délai, on ne parle pas de la même ligne de temps, étant donné que pour atteindre les objectifs, par exemple, des accords de Paris, on a simplement une décennie pour réduire nos émissions de carbone de moitié. Donc, on ne parle pas de la même ligne de temps par rapport à comparer à avoir un enfant, de le voir grandir et de l'impact que cet enfant aura sur la planète. La deuxième chose, et je pense que c'est vers cette raison-là que le débat a commencé à s'orienter, c'est que beaucoup de personnes s'inquiètent des phénomènes météorologiques extrêmes qui sont renforcés par la crise climatique et auxquels leurs enfants, potentiellement futurs, pourraient faire face, et donc les répercussions que ça aurait. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on comprend, on va vivre dans un monde avec des températures plus chaudes, des phénomènes météorologiques qui seront plus fréquents, une pollution de l'air qui sera plus marquée, une raréfaction des ressources naturelles. Donc ça se comprend en fait qu'il y ait cette éco-anxiété face à un gouvernement qui n'en fait pas assez pour sécuriser un avenir qui serait durable. Mais par rapport à ça, je pense qu'on n'est pas non plus au point de non-retour. Il est quand même encore temps d'agir. Il est quand même encore temps de nous libérer des énergies fossiles. Et aussi pour terminer, le choix d'avoir un enfant, ça reste un choix qui reste personnel, évidemment, quel que soit le contexte. Donc c'est aux personnes concernées et à elles seules de vraiment décider ce qu'elles font de leur corps. Mais je voulais aussi finalement rappeler que dans ces débats, il faut aussi qu'on considère les enfants futurs comme des acteurs et des actrices de changement et ne seront pas forcément des consommateurs, des consommatrices passifs. Parce que si on regarde les 15-20 dernières années, il y a eu une énorme génération de jeunes, d'enfants parfois, qui se sont mobilisés justement pour le climat et à qui on doit une énorme partie des avancées et des progrès sur le sujet. Donc c'est un monde qui sera forgé par les enfants futurs et ça, je pense que c'est important de garder dans nos scénarios, quel que soit le choix personnel final qui sera fait. Oui, professeur Lardou, que pensez-vous de ces jeunes qui renoncent finalement à avoir des enfants par crainte justement que ça des problèmes environnementaux ou sur le climat, mais la dénatalité est des fois une solution, je pense à la Chine, envisagée par des sociétés? Oui, alors ce que je pense, c'est on peut comprendre ces personnes qui ne déclarent ne pas souhaiter d'enfants pour ces raisons-là. Par contre, est-ce que ces craintes, cette peur est seulement le fait de l'environnement, des conditions écologiques? Ça peut être plutôt associé aussi à des questions, notamment, comme on vient d'en parler, le fait d'être peu écouté par les gouvernements au niveau de leur volonté de changement et en ce qui concerne la population là qui a manifesté en fait le besoin et la nécessité de changer notamment de modifier l'utilisation des ressources et ça, les gouvernements montrent peu d'écoute et créent aussi des climats de peur, d'anxiété, d'angoisse à plusieurs niveaux. Donc pour moi, c'est plus révélateur de ce climat d'anxiété, de peur, et qui n'est pas juste lié à l'environnement. Et là, je citerai notamment une chercheure, Julia Steinberger, qui est professeure à l'Université de Lausanne et qui a un projet, Lily notamment, et puis qui travaille aussi sur l'utilisation des ressources et le rendement des sociétés pour que comment les ressources biophysiques, en particulier l'énergie, peuvent, dans leur utilisation limitée, permettre d'atteindre un bien-être humain. Et elle montre qu'on serait capable de garder un bien-être humain dans un développement positif avec déjà les ressources qui existent. Et en fait, le fait d'avoir des enfants, on a besoin d'enfants dans nos sociétés. En fait, on voit là qu'il y a plutôt une dépopulation.
on pourrait dire des inquiétudes qui viennent par rapport au vieillissement de la population, le manque d'enfants pour équilibrer en fait les relations aussi entre générations, et que les enfants, ça permettrait aussi de changer notre rapport à la nature et de s'adapter, et comme les nouvelles générations aussi ont déjà commencé à apporter du changement. Et l'enjeu est le relais avec les gouvernements et les autres instances suprêmes, disons, qui vont plutôt vers un accroissement, un gaspillage encore fort, un accroissement économique encore fort, sans limite, qui ne pose pas de limite et qui viennent un peu démoraliser ces jeunes. Alors, moins de travail, plus de loisirs, plus de temps pour les uns, pour les autres, c'est important, parce que sinon on risque de remplacer les humains par des robots, puis c'est peut-être pas ça non plus la solution ou ce qu'on voudrait. Il y a besoin d'enfants dans nos sociétés, puis dans les sociétés du Sud où il y a eu une baisse forte de la fécondité. La Chine, ça a été une obligation, donc ça a été trop imposé. Alors là, il y a des revers qui sont très difficiles, complexes, où il manque des femmes. Le vieillissement apporte des problèmes sociétaux et économiques importants. Donc c'est pas non plus un modèle. Là, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir participer de manière démocratique à ce changement et aller vers plus d'équité et de reconnaissance des besoins des peuples différents. Et dans le Sud, c'est plus de développement qui leur permettra d'atteindre aussi des niveaux de scolarité plus élevés, de l'accès aux contraceptifs, et donc de réaliser leur souhait d'avoir finalement moins d'enfants aussi. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame Sané, la pandémie est-elle une indication de notre empreinte sur la planète et la destruction de la nature selon vous ? Oui, clairement, la pandémie a été... on va dire un rappel et une sonnette d'alarme par rapport à, encore une fois, l'impact des activités humaines sur l'environnement. En effet, l'origine des pandémies, elle n'est pas si différente que celle de la crise climatique ou celle de la crise environnementale, parce que les maladies infectieuses, elles surviennent lorsqu'il y a lorsque des agents et des autres entrent en contact. Et spécifiquement, en fait, c'est la destruction de la biodiversité. C'est la déforestation massive, c'est la destruction des habitats naturels, tout ça pour le commerce, donc comme pour la viande, comme pour les métaux, comme pour l'huile de palme de manière générale, qui en fait a on va dire, renforcé l'interface entre humains et animaux, c'est-à-dire que on est de plus en plus en contact avec des pathogènes avec lesquels on n'était pas en contact avant. Donc on a vraiment eu un rappel avec la pandémie du Covid-19 que notre impact sur l'environnement et la destruction des activités humaines, de l'environnement par les activités humaines va avoir des conséquences au-delà de la crise climatique, mais notamment au niveau de la santé. Et donc on l'a vu notamment avec cette pandémie dévastatrice. Oui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, que le nombre grandissant de jeunes ne souhaitent pas avoir d'enfants pour des raisons écologiques. Leur inquiétude légitime cache un véritable problème de surconsommation. Comment la surconsommation, finalement, agit sur, finalement, la planète, notre empreinte? Réexpliquez-nous peut-être un petit peu tout ça pour comprendre. Oui, alors le changement climatique et puis la destruction de la nature, c'est un résultat direct, on va dire, de l'utilisation des énergies fossiles, de la déforestation et de l'agriculture, et tout ça, en fait, ça contribue ça contribue à un mode de consommation qui est non durable, en fait. Et on vit aujourd'hui dans un modèle économique qui est vraiment basé sur l'exploitation des ressources de niveau infini. À un niveau infini, tout ça pour le profit et tout ça pour le bénéfice
des populations, notamment des pays dits du Nord, donc comme le Canada, les États-Unis, les pays de l'Union européenne, etc. Donc quand on parle de surconsommation, on parle de ça, on parle d'habitants qui consomment beaucoup plus que les ressources de la planète ne peuvent, on va dire, donner. Et en fait, cette surconsommation-là, elle révèle aussi des grandes inégalités, donc au niveau des pays même et aussi entre les pays. Donc on voit par exemple au Canada, c'est l'un des pays en termes d'impact climatique les plus polluants au monde parce que l'habitant moyen du Canada consomme en moyenne 19,4 tonnes de gaz à effet de serre par habitant, ce qui est énorme. Par année? Or, oui, c'est ça, par année. Or, les 50% des Canadiens les plus pauvres ont une moyenne de 10 tonnes par personne, alors que quand on compare aux 10% les plus riches, on monte à 60 tonnes. Et si on arrive aux 1% les plus riches, là, on monte à 190 tonnes. Donc en fait, la responsabilité déjà de cette surconsommation est totalement inégale parce que les personnes les plus pauvres, les personnes marginalisées dans la société, que ce soit au sein des pays riches ou que ce soit de manière globale, n'ont pas la même responsabilité climatique que les riches et les super riches qui, elles et eux, en fait, ont un poids énorme par rapport à la destruction de la nature et par rapport au changement climatique. Donc, en fait, il faut qu'on repense notre modèle de consommation, il faut qu'on repense notre modèle culturel même de surconsommation qui est vraiment basé sur cette idée de j'achète, je jette, j'achète, je jette et qui a un impact très important sur la destruction de la nature et donc un impact ensuite sur l'origine et la prévalence des pandémies et qui a un impact aussi sur le réchauffement de la planète. Oui, professeur Lardou, on l'a vu, c'est pas équilibré entre le Nord et le Sud au point de vue natalité. Les sociétés occidentales vieillissent très rapidement. Les jeunes se retrouvent beaucoup au Sud. Mais comment on peut réorienter un petit peu tout ça, les modes de production? Parce que j'imagine que c'est pas seulement aux consommateurs de faire des efforts dans ce sens-là. Mm-hmm. Comment? Oui. Vaste question. Oui, c'est ça. Exactement. La croissance, là, en ce moment, de la population est principalement en Afrique. Et c'est en Afrique que se trouvent les pays les plus pauvres économiquement, financièrement. Donc, l'enjeu de consommation dans les lieux là où l'accroissement démographique a encore lieu, il est moindre et les exploitations de minerais sont menées par des sociétés du Nord dans ces pays du Sud et aussi en complétant ce que Salomé a dit, c'est que dans le Nord, au Canada, ce sont ces exploitations minières, toutes ces entreprises, ces usines aussi qui dégagent beaucoup de gaz à effet de serre, qui rentrent aussi dans l'équation là des émissions de gaz à effet de serre. Donc dans les pays du Sud les plus peuplés et où la croissance démographique est encore forte, et là on parle du Niger, du Nigeria, du Tchad, du Mali, comme on a parlé, donc de peu de pays, il y en a pas tant, eh bien ce n'est pas la production et la consommation qui sont les enjeux les plus importants. Au contraire, il y aurait besoin qu'ils atteignent un niveau de développement plus important pour avoir moins d'enfants. Oui, en fait, là, ça pose aussi la notion de justice climatique, car nous ne sommes pas tous responsables à la même échelle entre les pays du Nord et les pays du Sud, ou même entre certaines populations du pays du Nord. Madame Sané? Oui, c'est exactement ça. En fait, on se rend compte que, notamment, la crise climatique révèle l'inégalité en fait profonde que notre système économique, sur lequel notre système économique se base, c'est-à-dire que l'exploitation des ressources et puis le bénéfice de cette exploitation va aux plus riches, et ces personnes-là, ces populations-là, ne sont pas celles qui feront face aux conséquences les plus importantes du dérèglement climatique. Et c'est finalement les populations qui sont principalement
dans les pays donc dits du Sud global, donc en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud, dans les îles notamment ou en Amérique latine, qui vont faire face en fait aux conséquences les plus néfastes du dérèglement climatique, donc par rapport aux phénomènes météorologiques extrêmes comme des sécheresses, etc., qui vont avoir un impact sur la sécurité alimentaire, qui vont avoir un impact aussi sur la santé et sur les revenus de manière générale. Donc c'est une question de justice climatique dans le sens où la consommation elle est concentrée dans une partie du monde en fait qui bénéficie de ce système d'exploitation des ressources alors que l'autre partie, la grande majorité finalement de la population mondiale ne bénéficie pas d'une qualité de vie que par exemple nous avons au Canada. Et pourtant le Canada avec son empreinte carbone très élevée plutôt contribue directement au changement climatique, et pourtant ce ne sera pas les Canadiens et les Canadiennes qui vont souffrir des impacts les plus importants du dérèglement climatique. Donc on parle vraiment d'une question d'injustice, et c'est pour ça que dans tout ce qui est discussion au niveau des solutions par rapport au changement climatique, des solutions par rapport à la crise environnementale, il faut toujours prendre ces questions-là en compte, dans le sens où celles qui n'ont pas créé le problème, finalement, vont subir les conséquences les plus directes. Les plus dramatiques. Professeur Lardou, un mot pour terminer. Est-ce qu'il existe une notion d'injustice démographique ? Oui, intéressant. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, le titre de votre émission d'aujourd'hui est importante, intéressante, mais on revient souvent à cette question de explosion démographique, croissance démographique, surpopulation, mais ça finalement ça date de ce qui s'est passé dans les années 60, entre 1960-70, qui était l'explosion démographique, mais qui n'a jamais été revue par la suite. Donc ça n'est plus. Maintenant, on doit passer à d'autres questionnements, et peut-être, oui, qu'on pourrait mettre cette terminologie en circulation. Et je dirais qu'il manque une approche plus cohérente, plus englobante, qui combinerait des sciences de l'environnement, de la démographie, du génie, de l'économie, des sciences sociales, qui permettrait de développer des réponses plus adaptées pour la compréhension de ces questions des liens entre population et environnement. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Vous venez de l'entendre, on était en compagnie de Solène Lardou, professeure au département de démographie de l'Université de Montréal, et de Salomé Sané, chargée de campagne climat chez Greenpeace Canada. Merci. Un grand merci à vous. Voilà ce qui complète notre émission pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, Fanny Robatcher. À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Vous pouvez réécouter cette émission dans nos rediffusions ou sur la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. En attendant de vous retrouver, passez tous une bonne semaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance.